Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai hébergé sur YouTube un truc que je racontais sur mon premier voyage en Allemagne dans les années 54. Et je me suis dit, puisque ça en avait intéressé certains, qu'il serait peut-être bon que je continue, tant que j'en ai le courage, à essayer de vous relater un peu ce qu'était le quotidien dans les années 50. Alors en 54, c'est déjà tard. Je vais remonter encore un petit peu dans le temps. Je vais remonter à mes 4 ans, 6 ans, c'est-à-dire les années 48, 50. J'ai une mémoire, j'ai de la chance d'avoir une assez bonne mémoire. Et il y a quand même pas mal de trucs qui me restent de cette époque-là. Donc, on va dire 1949, 1950, Paris. Ouais, je suis parisien. Né à Paris et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis ensuite, j'y suis revenu par intermittence, enfin. Et j'ai été quand même 35 ans parisien et j'ai connu Paris, effectivement, à une époque où c'était encore... c'était une ville assez cohérente. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois qu'on a des photos, qu'on voit des photos ou des films sur Paris, ça se passe quand même toujours dans des quartiers populaires, ou dits populaires. Il s'agit du quartier de Montmartre, il s'agit des Halles, il s'agit un peu du quartier latin. C'est-à-dire que la plupart des photographes et cinéastes de l'époque ont cru nécessaire, sans doute, de relater un Paris quand même assez folklorique. Or, il y a 20 arrondissements dans Paris, donc à peu près, on va dire, une soixantaine de quartiers. Et là, je parle de quartiers de Paris. C'est pas les quartiers actuels dont on parle qui ne sont pas des quartiers, en fait, dans les territoires. Bon, enfin, je suis né donc dans ce Paris. Je suis né et j'ai vécu dans le 16e arrondissement. Quartier Bourges par excellence, ou dit tel. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Je crois qu'il va falloir nuancer un petit peu. Le quartier dont je vous parle, c'est le quartier qui va de la porte Dauphine à la porte Maillot et qui est limité par l'avenue Foch, dont la paroisse était l'église Saint-Honoré-des-Laux. Quartier essentiellement, je parle pas de l'avenue Foch parce que là il y a des hôtels particuliers, là on est dans le gros fric, mais je parle des autres rues, la rue Pergolèse, la rue Ménil, la rue Marbeau, enfin la rue Lalo, toutes ces rues-là qui donnaient sur les grands boulevards, enfin sur les boulevards périphériques de l'époque, qui étaient les boulevards des Maréchaux. En fait, ces rues-là étaient construites d'immeubles haussmanniens, un peu tous sur le même type. Et ces immeubles haussmanniens n'étaient pas des immeubles antisociaux, en fin de compte, puisqu'ils faisaient en général 6 étages, 7 étages. Mais au rez-de-chaussée, dans chacun de ces immeubles, il y avait une concierge. C'était pas une bourge. La concierge, elle était souvent mariée avec un type, ou vivait avec un type qui n'était pas un bourge. Ensuite, il y avait les appartements. 5 étages d'appartements à peu près. Et au-dessus des appartements, 1 ou 2 étages de chambres de service. Alors, si au rez-de-chaussée, en général, il y avait ou des commerces ou des bureaux, au premier ou entre-sol, les gens qui habitaient au-dessus de leur travail, qui étaient donc au rez-de-chaussée, il y avait 4 étages d'appartements cossus, en particulier au premier étage, où il y avait un balcon, c'était des appartements de 150 à 200 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal, et avec de grandes pièces de réception. C'était des appartements pour couple assez très aisé.
Mais pas tous, parce que les loyers, c'était pas... il y avait la loi de 49, alors bon, les loyers, ils étaient pas forcément si élevés que ça. Ils étaient même quelquefois très bas. Donc, premier beaux appartements avec balcon, deuxième, troisième, quatrième, appartements aussi grands, mais avec de plus en plus de pièces, pour les familles quand même plus conséquentes. Au cinquième étage, il y avait de nouveau un balcon, ça donnait à la rue une allure assez homogène. Au-dessus, il y avait souvent encore un appartement au sixième, luxueux, certes, mais en retrait par rapport à celui du cinquième, donc avec moins de surface. Et au-dessus, 2 étages ou un étage de chambres de bonne, qu'on appelait des chambres de bonne, on dirait maintenant des chambres de service. Elles étaient toutes occupées, c'était rare qu'elles ne soient pas occupées. Elles étaient en général occupées par les filles qui travaillaient en dessous, dans l'immeuble. Mais il y avait aussi des gens qui sous-louaient leur chambre. Il y avait des couples, parce qu'il y avait quand même il y avait des couples, il y avait des types qui habitaient là, il faut pas oublier qu'il y avait quand même pas mal de commerce. Le boucher a besoin de garçon de boucher, il fallait le loger, il habitait dans une chambre de service. Pareil pour les postiers, c'est un peu pareil pour les petits métiers aussi, des gars qui avaient pas beaucoup de fric et puis qui voulaient quand même habiter sur place. Et c'était possible. Ils n'étaient pas envoyés dans des bars de banlieue. En plus de ça, il y avait encore pas mal de petits commerces dans une rue qui était une rue, disons, patricienne comme celle que j'habitais. Bon, il y avait quand même un cercle bleu, un marchand de lait et de petites épiceries. Dans la rue parallèle, la rue Lalo, il y avait un boulanger, un vrai boulanger. Et puis la rue perpendiculaire, qui était la rue Pergolèse, qui allait de l'avenue Foch jusqu'à l'avenue de la Grande Armée, il y avait de tout. Il y avait un type qui vendait de la volaille et du gibier. Il y avait une boucherie. Il y avait une boulangerie. Et il y avait un marchand de vin, bois et charbon, le bougnet traditionnel, avec toujours des types en train de boire un coup là-dedans. Et puis il y avait même des terrains vagues en face de cette boucherie là dans la rue Pergolèse. Il y avait un terrain vague qui faisait bien 1 hectare, qui était fréquenté par des gamins qui se laissaient un peu aller à déconner, quoi. Et puis de temps en temps, il y avait un camion qui s'arrêtait devant cette palissade. Il y avait une palissade en bois comme on les a connus autrefois. Et puis c'était en fait un maraîcher de la région parisienne, je sais pas, du côté de Versailles ou de Nanterre, et il vendait des pommes de terre en vrac. Bon, ça c'était c'est l'univers que je connaissais quand j'étais petit, puisque ma mère me traînait dans ses commerces où elle allait faire ses commissions. Les frigos étaient de petite dimension, on achetait tous les jours un petit peu. Et puis il y avait aussi des activités qui ont totalement disparu autour des années 50, 52, par là. Vraiment à cette époque-là, il y avait tous les mois un rémouleur qui venait dans la rue. Il avait une clochette, puis il appelait les ménagères qui venaient avec leurs couteaux et leurs ciseaux. Il y avait aussi un chiffonnier. Alors lui, c'était vraiment un poème. Il avait une énorme bagnole décapotable qui devait dater de 1914 ou 1918. Et alors il était énorme, il était là-dedans, il gueulait, chiffon, papier, enfin, il appelait le chaland. Et il avait quand même une allure un peu terrifiante de chiffonnier, de livre d'histoire, quoi. Enfin, pas de livre d'histoire, de livre de contes. D'ailleurs, il me terrorisait parce que ma mère m'avait menacé une fois ou deux quand j'étais pas trop sage de se débarrasser de moi et de me refiler au chiffonnier. Alors, si j'aimais pas trop le voir passer dans le quartier. Il y avait aussi des chanteurs de rue. Il y avait des types qui venaient chanter des complaintes dans la cour, des trucs tristes, les roses blanches, enfin, c'était terrible. Ils étaient tous complètement vidés en général. Mais enfin, les gens jetaient quelques sous pour qu'ils puissent payer du vin des Rochers ou du Préfontaine. Et puis il y avait encore un truc qui n'a pas duré longtemps, mais je m'en souviens encore très bien. Il y avait des chanteurs qui vendaient des petits formats, qui vendaient les partitions des chansons. Et je me souviens que quand notre bonne Ginette venait nous chercher à l'école, enfin venait me chercher, ma sœur était encore trop petite, venait me chercher à l'école,
et qu'elle passait par la place Victor Hugo par hasard, et ben là il y avait un groupe de 3 personnes. Il y avait un type qui jouait de l'accordéon, il y avait à côté une femme qui chantait façon de Piaf un petit peu. Enfin, c'était très 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 populo. Et puis il y avait une autre femme qui tournait dans la foule, parce qu'il y avait une petite foule de 40 à 60 personnes, et qui vendait les petits formats. Ça valait quelques centimes. Les gens l'achetaient, et pour apprendre la chanson, ben, ils étaient là avec leur paplard, et puis ils chantaient avec la chanteuse. Ils apprenaient la chanson comme ça, chanson qu'ils avaient peut-être entendue à la radio chez leur patron. Parce que les radios, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas dans les chambres de service. Les transistors n'existaient pas encore à l'époque. C'était des gros postes avec des lampes. Donc, ils avaient entendu ça, puis ils pouvaient l'apprendre. Et puis les gens chantaient beaucoup plus. Quand on ouvrait une fenêtre sur la cour de l'immeuble, on entendait toujours quelqu'un qui chantait. Et quand il chantait une chanson, il la chantait en entier. Il la connaissait. Les enregistrements n'existaient pas. Il n'y avait pas de MP3, MP4 ou autre bidule enregistré tel qu'il y en a maintenant, qui permettent d'enregistrer tout et n'importe quoi d'ailleurs. Là, il fallait apprendre les chansons. C'était assez sympa. C'est comme ça que, effectivement, certaines chansons m'étaient rentrées dans la tête. Je sais pas, il y avait, bon, effectivement, les Roses Blanches, on entendait ça tout le temps, mais c'était un truc de Bert Silva qui datait d'avant la guerre, certainement. Mais il y avait des chansons de Bourvil. Il y avait les toutes premières chansons de Mick Michel, les chansons de Piaf. Les chansons de Piaf, qu'est-ce qu'on a pu les entendre? Les chansons de Piaf, ça faisait partie de la vie quotidienne. C'était quand même une époque très différente de ce qu'elle est maintenant, et moi je ne me suis pas tellement aperçu que les choses ont changé. Ça change lentement, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais si on fait une césure et qu'on regarde comment les gens de Paris vivent maintenant et comment ils vivaient à l'époque, il y a quand même une sacrée différence. C'était quand même une autre époque. Et même le 16e, c'était un quartier sympa. Il n'y avait pas que des Logdu ou des gros Richards. Je vous parlerai la prochaine fois, parce que là je vois que ça fait 12 minutes que je fais de la terre. Je parlerai la prochaine fois du bois de Boulogne, tel qu'il était, des anciennes fortifications, des petits squares qu'il y avait le long de ce boulevard des Maréchaux. Vous parlerez aussi des écoles telles qu'elles étaient, les trajets que l'on faisait, les amusements que l'on avait, et puis le jardin d'acclimatation. Ah, ça c'était un truc. Ça. Bon, allez, je vais arrêter pour aujourd'hui, et je vous dis donc à la prochaine. Au revoir.